vous avez, comme il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, qui est un huis clos dans un salon, chez la marquise. C'est la marquise et le comte qui marivaudent un petit peu, qui badinent, et puis à la fin, je ne vous dis pas la fin, quand vous voyez la fin, ça se termine bien pour eux. Et donc ça, c'est parfaitement jouable. Vous voyez, un petit salon bourgeois, il n'y a qu'un seul décor, hein, il n'y a pas du tout besoin d'adapter. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée pour la jouer. Mais ce que fait Musset, c'est qu'à ce moment-là, il se met à écrire de nouvelles pièces parfaitement jouables, c'est-à-dire avec un espace unique ou un changement d'espace par acte, comme faisait déjà Hugo depuis longtemps. Quant aux pièces qu'il a déjà écrites et qui nécessitent, qui ne peuvent pas être jouées à cause de l'espace, et pour Lorenzaccio c'est le cas, c'est l'espace qui empêche de le jouer à l'époque principalement, eh bien il les réécrit et il écrit des versions de scène. C'est ce qu'il fait par exemple pour les Caprices de Marianne. Est-ce que vous avez lu les Caprices de Marianne en parallèle? Non, pas forcément. Bon, les Caprices de Marianne, il invente un nouvel espace qui est un espace où tous les espaces sont contenus. C'est-à-dire une place publique où il y a la place où les gens se rencontrent, bon, c'est le lieu de comédie habituel, hein, la place publique. Il y a le jardin de Marianne qui permet de faire un extérieur où les scènes d'intérieur sont déplacées dans le jardin. Et puis il y a une tonnelle, une auberge qui est mise sur la place publique. Donc finalement, il réécrit la pièce en faisant que les scènes d'intérieur deviennent des scènes de semi-extérieur dans le jardin, et c'est faisable. Donc il réécrit comme ça un certain nombre de ces pièces qui sont créées dans des versions de scènes. Et en 1853, il republie les Comédies et Proverbes, de nouveau, toujours avec la même méthode, cumulative. Donc, il inclut les nouvelles pièces qu'il a écrites depuis 1840. Si bien que dans ce volume de 1853, vous trouvez tout ce qu'il y avait dans un spectacle dans un fauteuil, tout ce qui avait été ajouté entre-temps jusqu'en 40, et tout ce qui a été ajouté entre-temps jusqu'en 1853. Dans cette édition de 1853, pour les pièces qui figuraient déjà dans un spectacle dans un fauteuil et qui ont été créées entre-temps, comme par exemple les Caprices de Marianne, qui ont été créées en 1851, eh bien, que fait Musset? Il publie les versions de scène. C'est-à-dire qu'il fait un geste qui est un geste symbolique pour la postérité. Ça sera la dernière édition, puisqu'il meurt en 1857, donc il n'aura pas le temps de préparer une autre édition. Cette édition dite définitive publie les versions de scène. C'est bien donc la preuve que Musset s'intéressait à la scène et qu'il voulait être joué. Sinon, ce n'est pas les versions de scène qu'il aurait favorisées dans l'édition de 1853, n'est-ce pas? Il aurait favorisé les versions de lecture, dites versions de lecture. Aujourd'hui, quand on joue les pièces de Musset qui ont connu une version de scène, comme les Caprices de Marianne, André del Sarto, Le Chandelier, on ne joue pas les versions de scène. Aujourd'hui, quand on joue ces pièces-là, quand on les édite aussi, on édite ou on joue la version originale, celle donc de 1834, qui a été publiée dans un spectacle dans un fauteuil, ou pour les Caprices de Marianne qui a connu une première publication dans la Revue des Deux Mondes avant de se retrouver dans un spectacle dans un fauteuil, la version de la Revue des Deux Mondes. C'est-à-dire la version qui s'est longtemps appelée version de lecture et qui est pour nous parfaitement jouable. Qu'est-ce qui distingue les versions de scène des Caprices de Marianne, du Chandelier, d'André del Sarto, de leur version de lecture originale? Deux choses que vous allez retrouver dans l'histoire des mises en scène de Lorenzaccio. La réécriture de la version originale de lecture en version de scène porte sur deux points, à chaque fois, toujours les mêmes. C'est l'esthétique du décor,
et c'est la morale. Alors d'abord, l'esthétique du décor. La Musset, comme je vous l'ai dit, rétablit une unité de lieu, soit à l'échelle de la pièce entière pour les Caprices de Marianne en faisant un décor unique, soit pour d'autres pièces en faisant plusieurs décors pour une seule pièce, mais avec un décor par acte, de sorte qu'on peut changer le... Je cherche l'illustration du décor des Caprices de Marianne pour la faire passer. Et je ne sais plus où il se trouve dans mon bouquin. Si je la trouve, je ne suis pas sûre qu'elle y soit, mais il me semble bien que oui. Ça, c'est la première modification. Donc, vous voyez, vous imaginez vous-même que pour Lorenzaccio, c'est très dur à faire. Alors, ça a été fait à la création en 1896, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais du temps de Musset, il y avait tellement de boulot pour recréer un décor par acte, et c'était même tellement impensable, en fait, puisque c'est vraiment conçu pour qu'on change de lieu à chaque scène. D'une certaine manière, c'est presque pas possible de rétablir un décor par acte avec Lorenzaccio. Deuxième grande opération de réécriture pour que ça passe à la scène. Donc là, ce qui passe, c'est le décor unique des Caprices de Marianne. Deuxième grande opération pour que ça passe à la scène, c'est franchir l'obstacle de la censure. Je vous parle un petit peu de la censure au XIXe siècle et de la censure théâtrale tout particulièrement. Il y avait la censure pour les ouvrages publiés d'un côté, la censure pour les pièces jouées de l'autre. Bon, pour les ouvrages publiés, vous savez que par exemple, Madame Bovary ou Les Fleurs du Mal ont connu des procès en justice et ont été fortement censurés, ont dû être réécrits, republiés, privés de certaines pièces pour Les Fleurs du Mal, expurgés de certains passages un petit peu licencieux pour Madame Bovary. La censure, elle existe au théâtre presque tout le temps, sauf dans les périodes révolutionnaires et post-révolutionnaires. Si bien que elle est interdite, enfin elle est abolie pendant la Révolution française, pendant quelques années, mais assez vite rétablie quand même par la Terreur. Donc en fait c'est qu'en 91-93 qu'il y a la liberté complète des théâtres, mais dès la Terreur en 93, elle est rétablie, officieusement. En principe, elle n'existe plus, mais en réalité, elle existe toujours. C'est-à-dire qu'on ferme les théâtres par décision de police quand ils jouent des pièces qui sont des pièces contraires à la propagande gouvernementale. Elle est officiellement rétablie par Napoléon Ier. Et elle est abolie, et c'est un geste politique très fort, entre 1830, donc à partir de la Révolution de 1830, et 1835. Et ça, c'est important pour vous parce que précisément Lorenzaccio est publié en 1834, c'est-à-dire à une époque où la censure est abolie. Et c'est ce qui vous explique que dans Lorenzaccio, il y a un discours anticlérical aussi fort. Vous voyez, avec le personnage du cardinal Cibo, qui est une crapule finie et qui n'a aucun principe, ou plutôt qui a pour principe d'adapter la religion à la politique. Vous avez un discours anticlérical vraiment très fort dans Lorenzaccio. Ça n'aurait pas pu passer la censure à d'autres moments. Ça n'aurait par exemple pas pu passer la censure avant, pendant la Restauration. La censure est de nouveau, alors elle est rétablie en 1835, après un acte terroriste. Et c'est déjà un acte terroriste qui est représenté dans Lorenzaccio, et c'est un petit peu prémonitoire parce qu'un an plus tard, il y a un acte terroriste contre Louis-Philippe qui échoue d'ailleurs, mais cet attentat, l'attentat de Fieschi, du nom du terroriste qui a essayé de tuer le roi et la famille royale, engendre le rétablissement de la censure. Parce qu'on considère à cette époque-là qu'il y a une sorte de responsabilité des écrivains
lorsqu'ils écrivent, lorsqu'ils incitent au meurtre, comme c'est le cas finalement dans Lorenzaccio. On peut considérer que d'une certaine manière, il y a, avec ce personnage héroïque de Lorenzo, incitation au meurtre, avec le bémol évidemment du dénouement, qui montre que ça n'a servi à rien. Donc la censure devient très très forte à partir de 1835 et on ne pourrait plus publier des pièces comme Lorenzaccio après 1835. Là, Musset était dans un créneau sans le savoir, puisqu'il ne pouvait pas savoir que la censure allait être établie en 1835. Mais il se trouve dans un créneau vraiment propice. Et d'ailleurs, la plupart des drames romantiques très anti-providentiels, c'est-à-dire qui se terminent très mal, comme Lorenzaccio, ont été écrits dans cette période-là. Hernani, c'est pareil, ça se termine affreusement mal. Il n'y a aucune lueur d'espoir à la fin d'Hernani. Ils meurent tous. Hein. Je le regrette de vous le dire si vous ne l'avez pas encore. Vous devrez l'avoir. Donc, la censure fonctionne de la manière suivante, donc, à part cette période-là, où elle est abolie. Les écrivains donnent leurs manuscrits au directeur de théâtre, non sans en avoir fait faire une ou deux copies manuelles. C'est à l'époque, il n'y avait pas de clé USB ni de disque dur externe pour sauver son travail. Et donc, il existe généralement des pièces qui ont été écrites à cette époque-là, 2 ou 3 manuscrits. Le manuscrit autographe de l'auteur, c'est-à-dire de sa main, et des copies faites par des professionnels de la copie, généralement, qui travaillent au service des théâtres, et qui recopient intégralement, parce qu'il n'y avait pas de photocopie, et les pièces n'étaient surtout pas publiées avant leur création, parce que ça les aurait déflorées, donc elles n'étaient publiées que 3 semaines après la création si elles avaient eu du succès, et parfois pas du tout, ce qui fait que, quand on est comme moi, historien du théâtre, on a accès à des pièces qui n'ont jamais été publiées en allant aux archives nationales, où sont conservés dans les archives de la police les manuscrits qui étaient soumis à la censure. Donc à l'époque, vous aviez le manuscrit autographe qui était conservé par l'auteur chez lui, un manuscrit au théâtre sur lequel venaient apprendre les acteurs. Donc ils venaient au théâtre, ils apprenaient leur rôle, ils recopiaient leur rôle pour les emmener à apprendre chez eux. Et un 3e manuscrit, généralement, qui est le manuscrit de la censure, donc qui était donné par le directeur du théâtre une fois qu'il avait accepté la pièce, tout seul, ou avec 1 ou 2 conseillers, ou avec l'ensemble des comédiens. À la Comédie Française, ça se faisait comme ça. La pièce était lue par l'auteur devant l'ensemble des comédiens et l'administrateur de la Comédie Française. Et les comédiens réagissaient en applaudissant ou en ne disant rien du tout. Et on comprenait que la pièce était admise par les comédiens ou refusée parce qu'ils n'avaient pas envie de la jouer. Une fois que la pièce était admise, le directeur du théâtre portait au ministère de l'Intérieur ou de la Police, il portait ces 2 différents noms, c'était pas le ministère de la Culture comme aujourd'hui, ça n'existait pas le ministère de la Culture. C'est André Malraux qui a créé le ministère de la Culture après la Deuxième Guerre mondiale. Au XIXe siècle, le théâtre dépendait du ministère de l'Intérieur ou de la Police, parce que c'était un lieu de réunion où pouvait se passer n'importe quoi d'inattendu du point de vue politique. On pouvait se mettre à chanter la Marseillaise, on pouvait se mettre à insulter le gouvernement au théâtre, il pouvait y avoir des diatribes, des harangues politiques au théâtre. C'était un lieu très chaud politiquement, le théâtre. C'est pour ça qu'il dépendait de ce ministère-là. La censure lisait, donc il y avait des censeurs, c'était un métier. Vous pouviez, quand vous faisiez des études de lettres, avoir comme ambition de devenir censeur. C'est un métier qui a disparu aujourd'hui, mais qui existait à l'époque. Et donc ça consistait à lire les pièces et à repérer dans les pièces ce qui ne pouvait pas passer, parce que ça portait offense soit à la religion, soit au gouvernement, soit à la morale. Alors, c'est ce qui vous explique que... alors, une fois que le censeur avait lu la pièce, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un rapport de censure qui comprenait le résumé de la pièce, ce qui est très utile pour les chercheurs en histoire du théâtre, parce que comme on a gardé tous les rapports de censure, il y a des tas de pièces qui ont complètement disparu,
quand on n'a même plus le manuscrit de censure, il a pris pas de nom, mais donc on a quand même le résumé.